enregistrer la présentation et je vais vous partager un fichier PowerPoint que je vais... voilà, un fichier PowerPoint. Est-ce que vous voyez à l'écran un fichier PowerPoint? Personne ne voit un fichier Oui. PowerPoint? Oui, oui, Parfait. Oui. Merci. Merci. Alors donc, on va pouvoir procéder. Je vais vous présenter le diaporama. Et ce diaporama-là, vous l'aurez en format PDF là, dans l'espace OneDrive. Alors, ce diaporama-là porte sur les outils de suivi des finances personnelles. J'ai découpé ou regroupé les outils de finances personnelles en 4 catégories, 4 types d'outils. Alors, les outils de type budget, les outils de type suivi des comptes, les outils de type compilation et analyse et l'outil de type planification financière à long terme. Le budget, qu'est-ce que c'est que le budget? Alors, l'établissement d'un budget personnel ou familial, c'est un exercice de prévision qui vise à assurer une saine gestion des ressources financières. En d'autres mots, on peut dire aussi que c'est un document comptable qui permet de dresser la liste des revenus et des dépenses prévues au cours d'une période donnée ou pour un projet particulier. Habituellement, dans un budget, on va retrouver plusieurs dépenses, mais on va avoir des calculs qui vont être faits. Quels sont les calculs qui sont faits dans un budget? Des calculs très simples. On va additionner les revenus, donc on va avoir la somme des revenus. On va additionner les dépenses, la somme des dépenses, et on va soustraire les revenus moins les dépenses, et ça va nous donner l'écart entre les revenus et les dépenses. Et on va appeler cet écart-là, on va dire qu'il y a soit équilibre si les revenus égalent les dépenses, ou on va dire qu'il y a un surplus s'il y a plus de revenus que de dépenses, ou on va dire qu'il y a un déficit s'il y a plus de dépenses que de revenus. Donc, c'est ça. C'est tout à fait simple. C'est une formule et c'est aussi simple que ça. Maintenant, les types de budget. Il existe des budgets périodiques, exemple, un budget annuel ou un budget mensuel, et il existe des budgets par projet. Un budget, ça peut aussi être, dans le cas des finances personnelles, un budget individuel ou un budget familial. Lorsqu'on crée un budget, il y a 5 étapes. Premièrement, il faut se fixer des objectifs financiers réalistes, précis, mesurables et définis dans le temps. Deuxièmement, il faut établir des catégories de revenus et de dépenses. Troisièmement, il faut calculer les revenus et les dépenses prévisibles par catégorie. Ensuite, calculer l'écart entre les revenus et les dépenses. Et enfin, évaluer les besoins de transfert de fonds entre les comptes placement et opération ou les besoins d'emprunt. Alors, si on a un surplus à la fin d'un exercice budgétaire, bien, à la fin, le surplus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le déposer dans un compte de placement ou un compte opération. Si c'est un compte de placement, ça va nous permettre de générer d'autres revenus. Si on a un déficit, bien là, à ce moment-là, il faut soit puiser des fonds, emprunter des fonds, soit dans notre compte de placement, dans notre compte opération, ou emprunter des fonds dans une marge de crédit ou faire un prêt. Les outils de type suivi des comptes, qu'est-ce que c'est? Alors, un compte, qu'est-ce que c'est? C'est un registre qui permet de colliger des transactions, des revenus et des dépenses, au fur et à mesure qu'elles surviennent, et de vérifier le solde. Le solde, qu'est-ce que c'est? C'est l'écart entre les revenus et les dépenses. L'enregistrement des transactions au fur et à mesure est un procédé de gestion des finances personnelles qui permet de vérifier qu'on dispose en tout temps des sommes nécessaires pour éviter les défauts de paiement et les pénalités afférentes. Alors, si on ne le fait pas au fur et à mesure, ou même un petit peu à l'avance, ben, on risque un jour ou l'autre que nos dépenses pour une période donnée soient plus grandes que les revenus disponibles et qu'on ait un trou dans notre compte bancaire. Alors, donc là, on va payer des pénalités. Alors, le cas échéant, le suivi permet de faire des ajustements requis, des transferts de fonds entre les comptes à temps pour éviter d'avoir un défaut de paiement.
Les types de comptes. Quels sont les types de comptes auxquels on fait face? Bien, on a le compte opérations bancaires, revenus et dépenses fixes, par exemple. On peut aussi utiliser ce compte-là pour mettre nos dépenses variables. Mais moi, de mon côté, j'utilise plutôt ma carte de crédit pour faire mes dépenses variables. Alors, c'est une stratégie que j'ai utilisée qui fait en sorte que ça me permet très rapidement, en faisant le suivi de mes comptes, de voir quels sont mes revenus et mes dépenses fixes dans mon compte opération bancaire et quelles sont mes dépenses variables avec mon compte de carte de crédit. Alors, c'est une façon de décomposer ces réalités-là qui sont très simples et qui nous donnent de l'information sur lesquelles on peut agir par après. Parce que si on a besoin de couper dans nos dépenses, on peut savoir est-ce qu'on veut couper dans nos dépenses variables ou nos dépenses fixes. On a déjà de l'information qui est pertinente là. Ensuite, il existe d'autres types de comptes. À part les comptes bancaires, carte de crédit, on a les comptes de type placement. Alors, REER, RVER, Solier, REE, non enregistré, FER, etc. Alors, ce sont des comptes de placement. Et on a aussi des comptes de type prêt. Alors, prêt hypothécaire, prêt auto, prêt personnel, marge de crédit. Alors, ce sont tous les types de comptes auxquels on fait face en tant qu'individu ou famille pour faire le suivi de nos finances personnelles. Et pour chacun des comptes, il faut faire un suivi spécifique pour chacun des comptes. Maintenant, les outils de compilation et analyse. Alors, moi, de mon côté, j'ai regroupé ça en 3. Je sais que les comptables, habituellement, ils regroupent ça en 2, mais moi, je regroupe ça en 3. Alors, premier type d'outil de compilation et d'analyse, c'est l'état des résultats, le bilan. Et le deuxième, c'est le bilan. Et le troisième, c'est les ratios financiers. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est, ces 3 types d'outils-là. L'état des résultats, c'est un document comptable de type sommatif qui clôture une période comptable ou un projet. Il présente le sommaire des revenus et des dépenses réels, et non pas seulement budgétés, mais réels, ainsi que l'écart entre les revenus et les dépenses. Donc, la fameuse formule qu'on a vue tantôt dans le budget, c'est la même dans l'état des résultats. On traite les revenus et les dépenses. L'état des résultats permet de comparer donc les revenus et les dépenses réelles au budget. Il permet d'identifier l'écart entre les revenus et les dépenses, de vérifier si la santé financière est maintenue à la fin de la période ou du projet, et ça permet d'apporter des correctifs dans le choix des dépenses, par exemple des fournisseurs, pour les périodes suivantes, pour les années suivantes. Le bilan, lui. Le bilan, c'est un document comptable de type sommatif aussi, qui clôture une période ou un projet, et il présente la somme des avoirs et des dettes à la fin d'une période étudiée. Alors, il aide à évaluer la solvabilité et les besoins de financement des projets à moyen et à long terme. La comparaison des bilans successifs, donc d'une année à l'autre, permet de surveiller la variation de la valeur nette, c'est-à-dire les avoirs moins les dettes à chaque année. Les ratios financiers maintenant. Alors ça, c'est un type de document qui ne fait pas partie habituellement des catégories qui sont nommées là, dans les livres comptables, mais les comptables les utilisent pareil. Alors moi, j'en ai fait un outil que j'ai appelé un outil de compilation et d'analyse. Alors les ratios financiers, qu'est-ce que c'est? C'est le calcul d'indicateurs, si vous voulez, ou de ratios financiers. Le calcul des ratios financiers est un exercice qui consiste à calculer les variations annuelles et les indicateurs ou les pourcentages de variation. Ça sert à dégager la moyenne annuelle pour chaque indicateur et ça sert à estimer le taux de variation à utiliser dans la planification financière à long terme. Et ça permet de comparer les valeurs obtenues avec des données externes de même nature. Par exemple, comparer la variation de nos dépenses d'une année à l'autre avec le taux d'inflation. Par exemple, comparer aussi la variation de nos revenus avec le taux d'inflation. Alors, vous voyez que le taux d'inflation est un indicateur externe et
nos dépenses et nos revenus comparés d'une année à l'autre. Ce sont des données qui sont générées par l'analyse des résultats. Les indicateurs sont exprimés souvent sous forme de pourcentage ou de taux. Par exemple, taux d'augmentation des revenus, taux d'augmentation des dépenses, taux de rendement des placements, taux d'augmentation de la valeur des biens immobiliers, taux de variation des avoirs et des dettes. Alors, ce sont des taux avec lesquels il faut se familiariser et être capable de les utiliser dans notre planification financière de retraite. Alors donc, ces éléments-là, on va les voir, on va traiter de ces éléments-là et on va se doter d'outils qui vont nous permettre de les calculer et d'obtenir des résultats. Entre autres, on va traiter de façon très spécifique du taux de rendement des placements. Alors, c'est un élément là, qui est assez complexe à calculer. Alors, on aura des modèles qu'on pourra utiliser pour faire ça, que je vais vous présenter. Le dernier type d'outils, c'est des outils de planification financière. Alors, la planification financière à long terme, c'est un exercice de prévision budgétaire, donc comme un budget, mais portant sur une longue période, plusieurs années, par exemple la retraite. Ça permet d'estimer l'évolution des finances à long terme. C'est un outil d'aide à la décision qui permet d'apporter les changements nécessaires à l'atteinte de nos objectifs à long terme. C'est un document comptable de type sommatif qui calcule l'évolution prévue de la situation financière annuelle, année après année. En gros, je pourrais aussi ajouter que c'est un agencement de budgets consécutifs, des budgets annuels consécutifs qui sont agencés les uns par rapport aux autres à l'aide de nos indicateurs qu'on aura calculés avec les ratios financiers. Par exemple, le taux d'inflation va être un indicateur qu'on va utiliser pour faire varier nos budgets d'une année à l'autre. Alors, vous voyez, les budgets sont interreliés les uns aux autres à l'aide de nos indicateurs qu'on aura calculés, qu'on aura trouvés. Pour chaque année, on calcule donc le sommaire des revenus, le sommaire des dépenses, des avoirs et des dettes, ainsi que les écarts à l'aide des ratios financiers et des indicateurs économiques, en tenant compte de l'évolution des besoins tout au long de la période. Alors, donc, c'est ça, notre planification financière que ça va faire. La planification financière de retraite, elle va nous permettre d'estimer la durée du capital. Et ça, c'est important. Elle vise à s'assurer que les ressources financières seront suffisantes jusqu'à la fin de sa vie. Aussi, un autre élément, la planification financière, si on fait la mise à jour à chaque année, c'est que ça va nous permettre de voir venir le train, de voir venir les menaces, d'être capable d'agir rapidement si on voit que la situation financière se dégrade plus tôt que prévu ou si elle s'améliore plus que prévu, ça va nous permettre de modifier notre train de vie, peut-être de rajouter d'autres projets. Les caractéristiques qui sont recherchées dans les outils qu'on va utiliser, premièrement, ça nous prend une structure de données qui va faciliter l'inscription des données, le suivi et la conciliation des comptes, opérations, carte de crédit, placements et prêts, qui va aussi faciliter le transfert de données entre les applications, entre le budget, le suivi des comptes, entre les données bancaires et notre suivi des comptes, avec notre inventaire. Tout ça, il faut que les données puissent être transférées d'une application à l'autre. Ensuite, il faut que la structure de données facilite la contextualisation des dépenses. Parce que si on veut revenir en arrière et dire, bon, ben là, je veux vérifier si la garantie s'applique encore à tel objet que j'ai acheté, alors il faut qu'on soit capable de documenter au fur et à mesure nos informations de façon à pouvoir traiter ça par fournisseur, par fabricant, avec les garanties aussi, s'il y a lieu, et avec les guides d'utilisation. Si on a des guides d'utilisation, par exemple, de tel appareil, bien, il faut qu'on soit capable de remonter rapidement à ça pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, il faut que ça facilite aussi la recherche, le repérage, le tri et la sélection des données. Alors, si nos outils ne permettent pas ça, on va avoir de la difficulté à réutiliser
ces informations-là dans l'avenir. Donc, c'est ça, pour être capable de bien les réutiliser, il faut qu'on ait prévu une structure de données qui facilite au départ ces fonctions-là. La recherche, le repérage, le tri et la sélection de données. Il faut aussi que la structure de données facilite l'écriture de fonctions statistiques, comme la somme, la moyenne et le pourcentage. Il faut que ça facilite la production de graphiques qui vont nous aider à analyser nos budgets, nos données financières. Enfin, il faut que ça facilite la compilation, le report des données, l'analyse, la prise de décision et la mise à jour du budget et de la planification financière à long terme. Alors, vous voyez que la commande est assez grosse sur les caractéristiques qu'on recherche dans les outils qu'on veut utiliser. Il faut aussi que la structure de données minimise les risques de confusion et d'erreur, le report et la réécriture de données déjà inscrites, le temps consacré à la tenue de livre et le temps nécessaire pour retracer les informations qui ont été inscrites. C'est un petit peu notre cahier de charge. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter sur les outils financiers. Je vais cesser le partage et je vais cesser aussi l'enregistrement.